Merci Cédrico. Merci Luc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Cédrico, entre New York, Séoul, Hong Kong et Los Angeles, a accepté de venir un petit quart d'heure chez nous et vous parler, et je vais le laisser parler parce que je n'ai pas de questions à lui poser sur un sujet que moi-même je ne connais pas du tout, mais pour avoir un peu préparé quand même cette séquence, l'idée c'est que tu puisses dire à ces professionnels qui, tu le vois, ne sont pas pleinement encore totalement tous entrés dans la révolution numérique, ce qui attend ce qui les attend eux, mais ce qui attendent de manière générale d'ailleurs la population française a fortiori quand elle est âgée de la révolution de l'intelligence artificielle. Merci Luc et merci aux assises de me recevoir aujourd'hui. Pour parler d'intelligence artificielle, alors vous vous dites peut-être que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup et que ça concerne finalement assez peu votre domaine. Je suis assez persuadé du contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est toujours utile. Je vais peut-être faire. Je ne vous vois pas parce que vous êtes dans le long, mais je vais juste faire un petit sondage. Tiens, ça m'intéresse. Pour savoir dans la salle qui a déjà utilisé ChatGPT ou Mistral ou Claude ou tout autre. Voilà, c'est sympa. Le réalisateur, c'est pas. Ouais, c'est une belle proportion. Alors, l'intelligence, je pense qu'on est proche des 2/3. Hein. C'est, je pense, au-dessus de la moyenne des Français. C'est inattendu. Le président du département avait levé la main. Oui. Parfait. Non, je pense que ce qui est utile, parce qu'il y a beaucoup de discours sur l'intelligence artificielle, et il y a beaucoup de journalistes qui parlent de l'intelligence artificielle avec des discours quasiment théologiques, soit pour ou soit contre, d'ailleurs. Et je pense que c'est toujours intéressant de comprendre ce qui est en train de se passer, et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement, avec des concepts assez simples pour un peu démystifier ce dont il s'agit. Comment, en fait, on aboutit à un système comme ChatGPT qui paraît un peu magique, puisqu'on peut lui parler en langage naturel, comme on dit en termes techniques, c'est-à-dire que vous pouvez lui parler avec des mots normaux. Il n'y a absolument rien de magique derrière cela. C'est une technique qui a été découverte il y a un peu plus de 10 ans, un peu par hasard, qui consiste en fait à faire la chose suivante. Vous prenez un texte à trous, donc prenez un texte, vous prenez n'importe quoi, ça peut être du Baudelaire ou la dernière dissertation de votre fils qui est en terminale. Et puis, vous faites deviner les trous à la machine. Donc, vous prenez d'abord des petits textes, puis vous lui faites deviner les trous, vous faites deviner des mots en essayant de faire en sorte qu'il complète le texte. Donc, au début, il va raconter n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure, il va s'améliorer. Il va commencer à de mieux en mieux réussir à combler les trous. Et ça, vous le faites de manière itérative sur des milliers de milliards de mots. Concrètement, en fait, la manière dont on entraîne ChatGPT, c'est qu'on prend l'ensemble du web, donc tout ce qui existe sur le web, donc c'est des milliers de milliards de mots, et puis vous le passez dans cette technique, donc faire deviner des mots qui manquent à une machine. Et donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, parce qu'il faut le passer dans des machines qui coûtent très cher, et surtout utiliser beaucoup d'électricité pour le faire, ce qui est un autre problème. Et à la fin, ce qu'on a découvert un peu par hasard, c'est qu'en jouant à ce petit jeu sur des quantités absolument phénoménales de mots, eh bien, la machine se mettait à pouvoir discourir quasiment en langage naturel ou même en langage naturel. Pour une raison assez simple, c'est que quand elle prend un texte, comment elle fait ? Elle va le diviser en mots, ou en fait en 2/3 de mots en moyenne, et elle va se rendre compte que, par exemple, le mot aboyer, il est beaucoup plus souvent proche du mot chien que du mot homme, et encore plus éloigné du mot homme que du mot voiture. Et ça paraît magique, mais si vous le faites sur des milliers de milliards de mots, la manière dont fonctionne ChatGPT, c'est pas du tout qu'il y ait une intelligence surhumaine derrière, c'est qu'il devine le mot d'après. Sauf qu'il a vu tellement de textes, il en a vu plus que à peu près tout humain, c'est pas physiquement possible de lire tout ce qu'il y a sur Internet, qu'il est capable de développer un langage naturel. Mais pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que l'intelligence artificielle générative, et donc la révolution qui vient de nous arriver, est quelque chose qui n'a absolument rien de théologique, c'est quelque chose de purement statistique. Ce qui vous donne l'impression, ce que vous prenez quand vous discutez avec ChatGPT, comme si vous discutez avec Luc Brossy sur une estrade, n'est que de la statistique. C'est comme si Luc, à chaque fois que je lui posais une question, devinait chaque mot dans sa phrase l'un après l'autre. Chaque mot, chaque phrase par rapport à la phrase précédente. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est que, en fait, dans le fond, de quoi parle-t-on ?
ce que nous sommes en train de faire, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes dans un processus d'automatisation des processus intellectuels. On a passé l'ensemble, enfin nos sociétés ont passé l'ensemble du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle à automatiser des processus industriels. Donc c'est comme ça qu'on fabrique les voitures, c'est comme ça qu'on fabrique les téléphones portables. Et la capacité à générer du langage naturel et à générer d'une certaine manière une forme de raisonnement. Je suis toujours très prudent sur le mot raisonnement, dans le sens où on va avoir encore une fois tendance à avoir des réactions anthropomorphiques, c'est-à-dire à projeter une personnalité ou un comportement humain sur cette technique, qui n'est encore une fois qu'une technique statistique, fait qu'aujourd'hui, vous l'avez utilisé pour la plupart d'entre vous, vous pouvez écrire des courriers, répondre à des clients, synthétiser ce qu'il y a dans une base de données, traduire un texte, faire écrire une intervention à la Verlaine ou à la Proust, etc., etc. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est un processus de gain de productivité dans les domaines intellectuels. Ce qui a plusieurs conséquences. La première conséquence, et à la fin j'arriverai à ce qui touche particulièrement, me semble-t-il, le grand âge. La première conséquence, c'est une conséquence, j'allais dire, systémique. Il n'y a pas de raison que l'automatisation des processus intellectuels ait moins d'impact sur nos sociétés que l'automatisation des processus manuels. Et quand je parle d'impact, c'est des impacts économiques, bien sûr. La révolution industrielle a eu non seulement pour conséquence de créer, de chambouler les équilibres économiques, puisqu'elle a chamboulé les équilibres entre les entreprises, chamboulé les équilibres géostratégiques, puisque c'est sur la révolution industrielle que le monde occidental a bâti sa domination mondiale sur le monde. C'est entre autres parce que les Chinois ont décidé quasiment sciemment au cours du 18e et du 19e, parce que c'était trop dangereux et parce que ça remettait trop en cause leur organisation sociale, ce qui devrait nous faire réfléchir par ailleurs, ont décidé de ne pas prendre le tournant de la révolution technologique, de la révolution industrielle, qui sont sortis de l'histoire pendant 100 ans. Ils ont été du coup dominés économiquement, politiquement, géostratégiquement par l'Occident, qui, elle, a pris ce tournant technologique. Mais ça n'a pas eu que ça comme impact, ça a eu aussi des impacts sur nos sociétés, puisque sans la révolution industrielle, sans l'apparition des classes sociales, sans l'apparition de la démocratie sociale, donc des représentants des ouvriers et d'une certaine manière de la démocratie parlementaire, on a donc un continuum en fait, entre une révolution technologique de productivité qui est tellement puissante qu'elle va avoir des impacts sur la société tout entière. Et j'ai même encore un peu plus loin, c'est qu'elle a changé la vie individuelle de chacun d'entre nous, puisque dans la suite de cette révolution, il y a le raccourcissement des distances, puisqu'en fait le train apparaît et raccourcit les distances. Vous pouvez aller voir votre famille que vous ne voyez pas pendant toute votre vie dans les décennies précédentes, l'allongement du durée de la vie, etc., etc. Il est probable que l'intelligence artificielle est à peu près sur le long terme. Juste, il faut... sur le long terme, mais ça va aller plus vite. Mais juste garder en tête que les prémices technologiques de la vapeur, de l'électricité qui débouchent au 19e siècle, ça a lieu un siècle avant. Et il faut que les sociétés trouvent les organisations industrielles qui vont avec ça pour qu'il y ait vraiment ce changement sociétal. On n'en est pas encore là. On voit apparaître cette technologie, elle a des potentiels de gain de productivité absolument extraordinaires, mais les organisations sociétales, économiques qui vont avec n'ont pas encore évolué. Mais d'une certaine manière, c'est à cette transformation-là que nous devons nous préparer, avec des opportunités absolument extraordinaires dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche, de manière économique, mais aussi évidemment des complexités, des risques, puisque toutes ces transitions, aucune transition en général ne se fait de manière assez apaisée, ce sont toujours des transitions violentes. Je le dis au passage, toutes ces transitions technologiques ont toujours créé de l'emploi, elles n'en ont jamais détruit. Le seul problème, c'est qu'elles n'en créent pas au même endroit qu'elles en détruisent. Et donc la transition est extrêmement compliquée à gérer. Je crois que j'avais en tête par exemple que dans la région lyonnaise, donc qui était connue pour son textile, il faut 70 ans pour se remettre de l'automatisation des métiers textiles. Donc ces transitions sont difficiles à gérer, elles posent des défis aux gouvernants, mais également à l'ensemble de la société, parce qu'il faut accompagner cette transition. Et par ailleurs, et c'est un débat qu'on peut constater aussi aujourd'hui,
Ces transitions technologiques sont tellement violentes qu'en général, s'accompagnent de difficultés politiques, puisque, comme dit Gramsci, j'aime bien citer Gramsci en présence de Luc, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Le nouveau monde n'est pas encore émergé, le vieux monde tarde à mourir, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Et si vous voyez une partie des difficultés que rencontrent nos sociétés actuellement, une bonne partie d'entre elles est liée à la transition technologique. Je vous raconte ça parce que je trouve ça toujours intéressant, d'abord de démystifier, il n'y aura pas de fin du monde à cause de l'IA, il n'y aura pas de super robots ou de super humanoïdes qui va venir remplacer l'être humain, il n'y a pas d'objectif de remplacer l'être humain par des robots. Je pense qu'il faut laisser ces discussions théologiques à notamment une partie de la Silicon Valley qui a beau jeu par ailleurs de faire grandir les peurs pour que la régulation, parce que les Européens sont toujours très prompts à réguler, soit extrêmement dure, ce qui est très pratique pour eux parce que ça fige la compétition. Et je pense que le pire pour eux serait que la France ou l'Europe ait les capacités de faire émerger des champions comme ceux-ci, ce qu'on a, puisqu'une partie des gens qui travaillent sur ces techniques-là sont des Français et des Européens. Alors, comme aujourd'hui on est aux assises nationales des EHPAD, et que je suis en train de vous parler d'une très grande transformation, je pense que c'est intéressant de comprendre ce qui va changer dans le grand âge. Pour moi, cette technologie-là va être extrêmement bouleversante, enfin, au bon sens du terme d'ailleurs, pour le secteur du grand âge, pour la raison suivante. Quand j'étais ministre, comme Luc l'a rappelé, je devais m'occuper des startups, du développement technologique, de l'intelligence artificielle, de la régulation de ce développement, et j'avais tout un pan de mon portefeuille qui était lié à la fracture numérique. Parce que, et c'est une partie des difficultés politiques, notamment de nos sociétés, c'est qu'on doit à la fois, sous peine de ne pas survivre, être à la pointe de cette révolution-là, faire émerger ces nouvelles technologies. Et en même temps, il y a, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais je crois 10% des Français qui n'utilisent jamais un téléphone portable. Et on se rend compte à quel point la question de la fracture numérique, la question du fait que en fait, toute une partie de notre société, vous peut-être, n'adhère pas, enfin, en tout cas ne se sent pas partie intégrante de ce changement, et qu'il y a une forme de rupture ontologique presque démocratique entre ceux qui sont très agiles sur le sujet, pour lesquels c'est très facile de monter à bord de ces changements technologiques, et les autres. Cette fracture n'est pas seulement une fracture de connectivité, c'est-à-dire c'est pas seulement que les gens n'ont pas l'accès au réseau, c'est d'abord une fracture d'outils et une fracture d'usage. D'ailleurs, je le dis au passage, ne concerne pas que les personnes âgées. Il suffit d'être allé, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, dans des sessions de formation Pôle emploi pour les jeunes pour faire un CV, pour se rendre compte que c'est pas du tout la même chose de faire du TikTok ou du WhatsApp et de faire un CV. Mais qu'est-ce qui va changer avec l'intelligence artificielle générative? C'est l'interaction orale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la présentation, peut-être un peu moins que ceux qui ont essayé ChatGPT, des fonctionnalités du dernier né de ChatGPT qui s'appelle GPT-4o, qui est fondé sur l'interaction orale. Je vous recommande à tous d'aller faire un petit tour sur YouTube ou sur Dailymotion pour aller regarder les vidéos de GPT-4o. C'est absolument incroyable. Et un des principaux changements que va apporter dans la vie quotidienne de tout le monde, mais particulièrement des personnes âgées, l'intelligence artificielle générative, c'est qu'il est probable que dans quelques années, quelques mois peut-être, mais plutôt quelques années, chacun d'entre nous n'ait plus besoin, pour la plupart des choses pour lesquelles nous les utilisons aujourd'hui, d'un ordinateur. Pour la raison suivante, pourquoi est-ce que vous iriez sur le site de la SNCF, ce que j'ai fait encore ce matin, pour aller vous chercher, pour aller commander des billets de train, si il vous suffit d'interagir en langage naturel à l'oral avec un assistant qui est hyper patient, qui comprend tout ce que vous lui dites en langage naturel et qui par ailleurs vous connaît. Donc vous lui dites bonjour, j'aurais besoin de réserver un billet de train pour toute la famille pour vendredi prochain. Je pars de Paris, je vais à Poitiers, je voudrais partir à 14h. On aimerait bien être dans un carré en première classe. D'accord, il y a des trains à 14h38, 15h46, 16h27, etc., etc. Par contre, 16h27, il n'y a plus de place en première classe. C'est comme ça que vous allez parler avec, vous allez réserver vos billets de train. Mais vous allez le faire pour vos billets de train, vous allez le faire pour commander un livre, vous allez le faire pour peut-être votre déclaration d'impôt si elle n'est pas très compliquée. Et qu'est-ce que ça change? C'est que là, c'est
je pense que nous allons assister dans les années qui viennent à la disparition d'une bonne partie des interfaces auxquelles nous sommes habitués pour les remplacer par de l'interaction orale. Or, ce qui est au cœur de la fracture numérique, avant même la connectivité, c'est l'outil. C'est la grammaire de l'outil, c'est la difficulté de gérer la grammaire particulière qu'il y a sur les sites internet, c'est la difficulté d'utiliser une souris. Si demain, l'ensemble des services mis à disposition sur internet sont accessibles avec des assistants vocaux, alors là, je pense qu'on est à l'orée d'une très grande révolution, d'ailleurs non seulement dans les personnes âgées, mais dans l'ensemble des services de notre société. Ce qui est certain, c'est que ça prendra un peu de temps. Enfin, quand je dis un peu de temps, si vous voyez aujourd'hui la technologie, je pense que dans 1 an, la technologie existe. Et du coup, la question qui se pose va être, il va falloir trouver des standards. De temps en temps, ça raconte n'importe quoi, donc il va falloir faire en sorte qu'on réduise ces petits problèmes. Donc c'est pas quelque chose qui va se passer d'ici l'année prochaine, mais très probablement assez rapidement dans les années qui viennent. Et je crois que, pour faire terminer là-dessus, la question n'est pas de savoir si ça va arriver. Je pense que la question est de savoir quand ça va arriver et comment chacun d'entre nous fait en sorte, dans sa vie quotidienne, encore une fois en essayant de surpasser les espèces de peurs anthropomorphiques qu'on peut avoir face à cette technologie, mais disons-nous juste que lorsque nos ancêtres ont vu arriver la locomotive et l'électricité, ils ont eu exactement les mêmes réactions. C'est-à-dire personne ne peut... Aujourd'hui, on entend beaucoup, mais on ne comprend pas comment ça marche. Je pense que personne ici dans la salle n'est capable de me dire comment marche une locomotive, peut-être une centrale nucléaire, j'en suis certain. Pourtant, tout le monde utilise au quotidien le produit et de la locomotive et de la centrale nucléaire. Et donc il faut un temps d'adaptation, parce qu'il faut que des standards apparaissent, il faut que l'État se porte garant d'un certain nombre de choses, c'est pour ça que la régulation est importante, mais c'est très certainement une des technologies qui devrait façonner, je pense, les années à venir. Merci beaucoup. Merci, merci Cédric. Moi, je suis allé voir la fameuse vidéo que tu m'as envoyée sur Snap GTP 4O. Alors, c'est 4, je crois que c'est 4.0, non, c'est 4O comme toi. C'est le même nom de famille que toi, d'accord. Bon. Rien à voir, mais... Oui, c'est ton cousin, quoi. Bon. Mais vous voyez, voilà, vraiment, cette pastille-là était essentielle pour que vous puissiez commencer vous-même, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore totalement renseignés, à aller voir maintenant, pour l'instant, sur Internet, tant que ça existe. Mais vous voyez bien, si, et il vient de nous le dire, c'est pas si, le si est sûr, c'est quand. Quand ces techniques-là, ces révolutions-là, va entrer dans la société et dans nos établissements, vous voyez bien que dès lors que vous dites lève le volet, monte le lit, etc., il y a une partie, quand on dit à chaque fois que ça va remplacer l'humain, non, ça va faciliter probablement l'usage par chacun des résidents, voire même par le personnel, d'un certain nombre d'outils de la vie quotidienne, y compris à l'intérieur des EHPAD. Et c'est pour ça que, et Cédrico, dans sa grande générosité, a accepté d'être membre du conseil scientifique de Matière Grise, qui est le think tank que nous avons donc élaboré. Et il est nul doute que dans les quelques mois qui arrivent, on aura à le ressolliciter pour travailler plus particulièrement avec nous sur cette question-là, parce que ça nous ouvre des univers qui ne sont pas que virtuels. Il y a une petite question de temporalité, mais on vous explique que c'est qu'une question maintenant que votre génération verra évidemment. C'est pas pour plus tard, et qu'il faut se préparer à ça, y compris quand on est en train de repenser le modèle de l'EHPAD de 2030. 2030, ça fait bien longtemps que cette solution-là sera implémentée dans les établissements. Et donc, vraiment, ça devient maintenant essentiel d'intégrer ça dans notre réflexion quotidienne. Merci Cédrico pour cet exposé éclairant. Merci beaucoup. Et on va tester, on va voir si ça marche. Public va déjeuner. Public revient dans la salle à 14h. On verra si ça marche.